et tous. Nous sommes ravis d'ouvrir ce deuxième webinaire Panorama des innovations pour l'hôpital de demain pour partager avec vous les innovations sélectionnées pour la médecine d'urgence à l'hôpital, au bénéfice de tous, hôpital, patients, personnel hospitalier. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le témoignage de 4 intervenants utilisateurs de ces solutions. Et sur la base de leur retour d'expérience, nous allons découvrir de nouvelles organisations, nouvelles pratiques qui ont pour certaines vocation à être traduites dans les programmations immobilières à l'occasion de projets d'investissement notamment. Le docteur Romain Hellman, responsable du département soins non programmés à l'ARS Île-de-France et également en activité au service d'urgence de l'hôpital Bichat à Paris, co-animera ce webinaire avec moi. Donc, sans plus tarder, j'ai le plaisir de laisser la parole à Julie Lagrave, co-directrice de l'innovation, la recherche et la transformation numérique à l'Agence régionale de santé Île-de-France. Bonjour à tous. Donc, merci à tous d'être là ce soir avec nous. On est ravis de vous accueillir pour vous présenter le fruit d'un travail qui a été fait à l'ARS Île-de-France pour recenser des innovations, en l'occurrence ce soir dans le domaine des urgences. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet et des présentations des 4 intervenants, simplement vous rappeler le contexte dans lequel on se situe à l'ARS. Donc nous sommes une agence régionale de santé et à ce titre nous nous inscrivons dans des orientations nationales de la politique de santé qui se traduisent dans des documents régionaux que sont le projet régional de santé, qui décrit donc une stratégie régionale de santé. Alors, sans entrer dans des détails, parce que ce n'est pas l'objet de la réunion de ce soir, ces grandes orientations se traduisent de manière concrète par différents dispositifs d'accompagnement que nous mettons en place au niveau de l'ARS pour accompagner les différents acteurs dans leurs solutions innovantes. Donc, on a plusieurs outils, plusieurs champs de compétences, en particulier au sein de la direction que je dirige à l'ARS, qui est donc la direction de l'innovation et de la transformation numérique. Ces leviers portent par exemple sur l'accompagnement de structures dans le déploiement d'organisations innovantes. C'est le cas avec les projets qu'on déploie dans le cadre de l'article 51 qui a vocation à accompagner des porteurs de projets qui ont des idées qui ne s'inscrivent pas forcément dans le cadre réglementaire actuel et qui veulent expérimenter de nouvelles formes d'organisation. C'est également le cas avec tous les projets qu'on déploie dans le domaine de la e-santé, avec le Ségur et particulièrement avec le volet numérique du Ségur. On a un très large champ qui s'offre à nous pour déployer des innovations. Et puis, c'est également le cas avec les données de santé qui représentent un potentiel énorme pour l'amélioration du système de santé. Je pense qu'on a vu au cours de la période qui vient de s'écouler à quel point les acteurs de terrain et l'ARS ont essayé de se renouveler à l'occasion de la crise et de mettre en place justement des nouvelles pratiques sur ces différents volets. Et donc, sur les trois volets qui sont cités sur cette diapo, on a vu vraiment toute la dynamique qui a pu se créer et qu'on a à cœur collectivement de pérenniser au-delà de la crise. Donc, nous, la manière dont on peut accompagner les porteurs de projets sur le terrain à l'ARS se déroule de la manière suivante, qui est représentée sur cette diapo. Alors là aussi, je ne vais pas forcément passer trop de temps sur chacun de ces différents dispositifs, mais peut-être simplement pour vous dire, et j'imagine que parmi vous, justement beaucoup ont des projets, des innovations qui souhaiteraient mettre en œuvre sans forcément toujours savoir quels leviers sont disponibles. Donc le message que je souhaiterais vous passer, c'est qu'on est évidemment à votre disposition au niveau de l'ARS pour vous accompagner, pour voir avec vous et dans le cadre de vos différents projets, quelle est la solution la plus adaptée. Je l'ai dit
tout à l'heure, on a différents leviers, différents outils comme le cadre de l'article 51 ou différents dispositifs d'accompagnement. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour vos différents projets. Et donc, ce soir, la réunion qui se tient fait suite à un panorama des innovations qui a été fait à l'ARS. Et donc, c'est une illustration concrète de la manière dont on essaie de se mettre à la disposition des acteurs aussi pour non seulement repérer des innovations qui sont les plus porteuses de progrès pour les acteurs de terrain, et donc aussi on essaie de le partager avec un grand nombre d'acteurs. Donc, je vais pas être beaucoup plus longue pour passer directement la main aux 4 porteurs de projets que je remercie d'être là ce soir et qui vont pouvoir donc illustrer concrètement la manière dont ils ont mis en place différentes innovations dans le domaine des urgences. Merci Julie. Bonsoir à tous, docteur Hellman. Donc, je vais passer la main à Dorothée, qui est donc la référente investissement à la direction de l'offre de soins et qui est surtout l'initiatrice de ce gros travail que fut le panorama des innovations, alors qui n'est pas un panorama simplement sur les urgences, mais sur la totalité. Et je la remercie vraiment pour ce travail qui était extrêmement nécessaire. Voilà, et donc, Dorothée, je te passe la main. Merci beaucoup. Peut-être aussi, j'ai oublié en introduction de vous dire que l'idée, c'est plutôt donc des présentations, les témoignages et un temps de questions-réponses donc à la fin du webinaire. Donc, l'objet de ma présentation va être de resituer donc les objectifs du panorama et vous présenter un peu la méthode qui a été employée. Vous dire qu'effectivement, c'est le fruit d'un long travail qui a été initié début 2020, qui a rassemblé de nombreuses compétences à l'ARS Île-de-France et en dehors, et qui a vu le jour en juin de cette année. Donc, il résulte de la volonté de l'agence de partager vraiment avec les porteurs de projets hospitaliers des innovations qui nous semblent aller dans le bon sens, puisqu'on partait du constat qu'en fait, dans les projets d'investissement immobilier, finalement, ils prenaient assez peu en compte les évolutions, les nouvelles technologies et les nouvelles organisations qui impactent pourtant les programmations immobilières. Donc, pourquoi? Pour un panorama pour diffuser l'innovation en santé au sein des territoires, pour qu'elle soit accessible à tous les établissements, donc quelle que soit leur taille ou leur statut, pour faciliter l'intégration de ces solutions dans les organisations hospitalières en donnant à voir justement des solutions qui répondent aux principales évolutions technologiques et organisationnelles à venir. Également pour inciter les équipes hospitalières à penser l'innovation en même temps que l'organisation médicale et la conception du bâti. C'est très important de se dire, voilà, on pense tout ça en amont de la programmation immobilière et en amont d'un grand projet d'investissement qui est donc l'occasion de changer et de transformer les organisations. Donc, on a essayé de donner les clés d'intégration programmatique justement de ces solutions, donc dans le bâti, et les prérequis quand il y en avait en termes d'interopérabilité des systèmes d'information. Et enfin, le panorama a vocation à favoriser la coopération d'acteurs pluridisciplinaires, donc autour de ces projets de transformation hospitalière qui sont souvent complexes. Donc, on a souhaité s'adresser vraiment à des acteurs, à un collectif d'acteurs pluridisciplinaires qui va de la communauté médico-soignante aux directeurs d'établissement, aux ingénieurs logistiques, aux responsables des systèmes d'information. L'idée, voilà, c'est aider les établissements de santé pour qu'ils conçoivent leurs organisations et leurs structures hospitalières adaptées, voilà, à leurs besoins et donc aux nouveaux besoins, on peut dire, des professionnels de santé, peut-être en termes de coordination pluridisciplinaire, les nouveaux besoins des usagers, peut-être en termes d'information et de droits du patient, et évidemment aux nouveaux enjeux de l'offre de soins et notamment la fluidité du parcours.
Donc, le panorama, qu'est-ce que c'est? Ce sont des solutions innovantes existantes. On n'a pas réinventé de solutions. Elles existent en France ou à l'étranger, dans une structure de soins et donc réplicables à court terme. Ce sont des solutions technologiques, numériques et organisationnelles qui modifient justement les organisations et le bâti. Et on s'est assuré que ces innovations respectent le cadre réglementaire et répondent aux orientations nationales et régionales telles que le Ségur, Ma Santé 2022. Une réponse du coup parmi d'autres, bien sûr, pour adapter les organisations et les structures hospitalières aux nouveaux usages, aux nouveaux besoins, aux nouvelles attentes des professionnels de santé et des usagers, en tout cas on l'espère. Et donc la définition de l'innovation qui a été retenue dans le panorama, c'est une solution non déployée dans un établissement public de santé francilien hors CHU, l'idée étant de mettre en lumière des innovations encore peu répandues en Île-de-France et qui nous semblaient pertinentes. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le panorama, c'est 20 innovations sur 4 thématiques. 4 thématiques particulièrement structurantes parce que traversées par des évolutions et des ruptures importantes. Et 2 innovations architecturales que voilà, on a souhaité quand même mettre en lumière, architecture hospitalière soignante et des solutions architecturales modulaires et flexibles. Donc, les 4 thématiques: bloc opératoire et chirurgie, logistique hôtelière technique et médico-technique, médecine ambulatoire et urgence, donc qui fait l'objet du webinaire de ce jour. L'idée n'étant pas de considérer ces 4 thématiques de manière décloisonnée, mais bien dans le cadre d'un parcours de santé. Si on avait pu, on aurait fait voilà, tous les secteurs fonctionnels de l'hôpital. Donc, le panorama a vocation à être un outil de dialogue et d'aide à la décision pour que les équipes hospitalières elles-mêmes conduisent leurs projets en fonction de leurs besoins, sachant que les solutions n'ont absolument pas vocation à être répliquées à l'identique, bien sûr. Au final, on pourrait dire que c'est une nouvelle manière de penser l'hôpital de demain en s'appuyant sur des innovations existantes et le retour d'expérience de leurs primo-utilisateurs pour les intégrer donc dans d'autres établissements au bénéfice voilà, de la satisfaction des patients, du bien-être des personnels et de l'efficience des organisations. Sur la méthode, donc 20 innovations sélectionnées sur un peu plus de 120 solutions identifiées sur les 4 thématiques. Et un processus de sélection en 4 étapes, avec une première étape de cadrage de projet qui a consisté à identifier avec donc chaque référent métier à l'ARS les enjeux et les ruptures de chaque thématique et qui a consisté à comprendre aussi les attentes des futurs utilisateurs au travers d'une vingtaine d'entretiens. Une deuxième étape ensuite d'identification, de qualification de ces 120 innovations pré-sourcées en fonction de 5 critères que nous, donc, on avait, qui ont été retenus, à savoir des innovations organisationnelles et technologiques, une innovation en lien avec les 4 thématiques, une innovation au sens de la définition retenue non déployée dans un établissement public de santé francilien hors CHU, une solution testée à minima dans une structure de soins et une solution qui respecte le cadre réglementaire en vigueur et qui n'a pas d'obstacle majeur en termes de aussi et qui sont en cohérence avec les orientations nationales et régionales. Ensuite, quand on a identifié ces solutions, elles ont été évaluées par un groupe projet. Donc, ça a été un exercice particulièrement exigeant, en tout cas que de construire cette matrice d'évaluation, puisque chaque innovation a été notée et évaluée au regard de 5 dimensions, que sont la qualité et la sécurité des soins et l'expérience patient, la qualité de vie au travail, l'organisation des soins, l'efficience médico-économique et la viabilité et réplicabilité
de la solution. Une dernière étape a consisté à recueillir l'avis des représentants des fédérations hospitalières régionales et des représentants de la CRSA pour s'assurer de la pertinence des innovations sélectionnées. Et donc, à noter que la CRSA a donné un coup de cœur aussi sur chacune des thématiques, sur une solution, voilà, particulièrement remarquable à leurs yeux. Donc, le panorama se veut autant que possible un outil utile et opérationnel. Donc, on a fait des fiches pratiques avec un retour d'expérience d'un ou plusieurs utilisateurs et puis aussi, voilà, en se permettant de mettre le contact utilisateur pour se dire où trouver la solution et pourquoi pas contacter cet utilisateur parce que rien ne vaut voilà, de vive voix des explications. Une description des bénéfices donc, et des impacts de la solution au regard des 5 dimensions que j'ai citées tout à l'heure. Les principales conditions de succès de mise en œuvre, notamment en termes d'interopérabilité donc des systèmes d'information et des astuces qu'ont bien voulu nous donner les utilisateurs pour bien prendre en main la solution et bien la mettre en œuvre. Également, on s'est efforcé de faire un petit encadré pour chacune des fiches pratiques, des fiches solutions, de l'impact, alors parfois indirect, mais de la solution sur la programmation immobilière, à savoir si on souhaite intégrer l'innovation en amont d'un projet immobilier hospitalier, quel impact sur les surfaces, quel impact sur le flux et les accès patients et quelles sont les conditions d'usage et d'exploitation de la solution. Donc là, c'est plus à destination des responsables techniques patrimoine. Également, un petit encadré sur la compatibilité de la solution dans un contexte de crise sanitaire type Covid, puisqu'effectivement, le panorama a été réalisé pendant cette période de crise sanitaire, ce qui a d'ailleurs évidemment bousculé voilà, la méthodologie un peu. Et certaines des solutions ont été utilisées et ont eu un intérêt pendant cette crise sanitaire qui méritait d'être souligné. Et enfin, un volet prospectif de manière à donner à voir sur les perspectives d'évolution de la solution, quel développement nouvel d'application de cette solution, sachant que l'innovation, ça va tellement vite que voilà, finalement, cet encadré est pertinent. Et à noter que du coup, pour faire vivre ce panorama et le rendre le plus utile possible, on a construit un site internet où vous retrouverez donc l'ensemble des fiches pratiques, la date aussi des webinaires sur chacune des thématiques. Voilà. Et du coup, sur les innovations de la médecine d'urgence, donc 5 innovations ont été sélectionnées. Seules 3 vont être présentées aujourd'hui parce que deux des solutions n'ont que des utilisateurs non francophones, mais c'est déjà très bien d'avoir ces 3 solutions et 4 intervenants parce que en fait, une de ces 3 solutions a 2 cas d'usage, vous le verrez. Voilà. Donc, on voit des innovations finalement assez peu matures, en tout cas comparées aux autres thématiques, puisque certaines sont encore au stade expérimental, mais qui ont donc un fort potentiel. Voilà. Eh bien, merci de votre attention. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions en fin de webinaire. Et là, je laisse, voilà, j'ai le plaisir de laisser la parole, de donner la parole à Monsieur Bruno Casaba, directeur des affaires techniques aux Hospices civils de Lyon, donc qui a engagé une expérimentation d'un kit de conversion d'une chambre ou d'un service, il nous dira, d'hôpital pour accueillir des patients infectieux donc en toute sécurité.
une prouesse technologique de modularité architecturale pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. On le verra, une solution simple à mettre en œuvre qui se déploie dans l'existant et qui offre de fait une alternative aux modifications lourdes et parfois coûteuses, tout en permettant une bonne prise en charge des patients et surtout une protection des personnels hospitaliers. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à vous tous. Merci donc de nous donner l'occasion de présenter cette innovation bien modeste, il faut le dire, mais néanmoins, vous verrez. Je vais essayer de prendre l'écran peut-être. Donc, il s'agit d'un kit de conversion d'une chambre d'hôpital. Alors, le contexte, je ne vais pas vous le refaire, mais vous avez tous compris, cela vient des actions Covid et de lutte contre le Covid. L'année dernière, en 2020, on a eu de nombreuses actions pour renforcer la capacité en unité de réanimation éphémère, pour la plupart, en utilisant tous les moyens disponibles à l'hôpital pour essayer d'améliorer la performance et de réduire les risques infectieux pour cette épidémie Covid. On a donc une certaine expérience, malheureusement, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et donc, on a lancé à la fin de l'année dernière, dans le cadre donc, de ces recherches pour augmenter la capacité en unité de réanimation, on a lancé une expérience sur un système simple, mobile, s'adaptant aux portes des chambres, permettant d'avoir une filtration absolue, H14, et une mise en dépression de la chambre, avec un taux de renouvellement d'air de 12 à 15 volumes-heure, qui sont les bases, enfin, vous avez tous reconnu ce qui se fait en la matière, donc on est sur quelque chose de relativement classique en matière d'exigence. On a fait une première expérience, on a mesuré les performances aéroliques, en particulier la cinétique de décontamination. Les résultats ont été satisfaisants. Cette première expérience a permis d'améliorer aussi l'ergonomie du système. La première version, il y avait un sas qui était un peu difficile à traverser pour les personnels et encore plus en cas de transfert d'un malade sur un lit. Puis, à partir de cette amélioration, on a décidé, donc le CHU a accepté, a décidé de faire une expérimentation sur une unité de centaine de chambres en équipant 7 chambres de ce système. C'est un test, en généralité, c'est un test grandeur nature, donc, et je vais y revenir, encadré par une convention de partenariat entre le concepteur fabricant et le maître d'ouvrage, donc le CHU, avec un risque partagé. Je vais y revenir aussi. Alors, la solution technique, c'est installer un système mobile. Donc, en temps normal, l'unité de soins est une unité de soins banalisée. Et ce système permet d'isoler la chambre du couloir et de mettre la chambre en dépression. L'accès du couloir est aussi séparé, l'accès au couloir est séparé du reste de l'établissement. Donc, le couloir est aussi en dépression par rapport au hall d'entrée, au hall de l'établissement. Dans la chambre, on installe une filtration d'air H14 auprès du patient, plus près du patient, on verra sur les esquisses après, et l'air ainsi capté auprès du patient, suspecté d'être contaminé, est filtré H14 et évacué dans le couloir, donc c'est un air qui est décontaminé. Donc l'ensemble permet, c'est les 3 items, la filtration de l'air extrait, donc pas de risque de contamination au-delà, un renouvellement d'air neuf selon les principes de ventilation et de la mise en dépression de la chambre pour éviter toute fuite. Le système permet donc le passage d'un lit avec le patient et il prend bien entendu les contraintes en matière de sécurité incendie puisque ça modifie la conception et l'usage des unités de soins, des chambres. Et on peut le voir sur le schéma qui suit. Voilà, le schéma est plus rapide qu'un long discours. Donc, on a sur la gauche un sas à l'entrée de l'unité. Ce sas permet de faire communiquer l'unité de soins avec le reste de l'établissement. Donc, c'est un sas à double entrée. Il est équipé d'une filtration, c'est-à-dire que pour mettre l'unité et le couloir en dépression, il aspire l'air du couloir, le filtre et le rejette dans le hall purifié. Il est un peu décalé de façon à permettre aussi toutes les amenées d'air neuf et évacuation d'air en matière de sécurité incendie. C'est une contrainte forte en matière d'unité d'hébergement. Voilà. Une fois qu'on a franchi le sas, on arrive dans des chambres, unité banalisée, dans lesquelles on a des chambres en dépression,
des chambres d'isolement, si on peut le dire, et puis des chambres ordinaires. En ce qui concerne les chambres traitées, on voit déjà un peu le système apparaître. On a le point de filtration et la porte qui donne sur le couloir. Si on avance un tout petit peu, voilà. Donc là, c'est plus clair. Donc, on a l'entrée de la chambre. Aux côtés du lit du patient, on a la filtration et la filtration est ici et un conduit aérolique qui permet d'évacuer l'air ainsi filtré dans le couloir. Donc, on a un apport d'air neuf à travers une ouverture dans la chambre sur l'extérieur et un apport d'air neuf venant de la surpression du couloir, de la chambre en dépression par rapport au couloir. On le retrouve ici, sur le diagramme de droite. Donc, on voit côté couloir, une petite flèche verte qui montre l'extraction de la chambre vers le couloir et les flèches bleues qui montrent l'entrée d'air neuf du couloir vers la chambre. Idem, à côté du lit, on voit aussi les flux d'air qui sont esquissés. On va le voir un peu plus précisément sur une autre diapo. Bon, on verra après. Alors donc, il s'agit, l'objectif de cette opération, c'était d'avoir une unité de soins ordinaire, fonctionnant comme les autres unités de soins, qui puisse être transformée en quelques heures en unité de réanimation éphémère. Alors pour cela, il y a quand même un peu de travail préparatoire. Cette unité sur laquelle on fait l'expérience, on était en train de préparer des travaux. On a renforcé cette unité ordinaire en installant un réseau de distribution de courant ondulé pour pouvoir mettre des équipements médicaux et les sécuriser. On a aussi équipé toutes les chambres des gazmènes, hein, ce qui est le minimum, si on peut dire. Après, en installation spécifique sur le produit, les accès sont prêts à recevoir les portes. Les portes des chambres n'y touchent pas, elles sont en place, elles restent ouvertes. Et on a un cadre qui se pose sur la porte et qui permet de faire le raccordement avec le SAS et le système de filtration sans autre intervention. Pour mettre en place un kit AGEMA, c'est le nom du produit, il faut prévoir une demi-journée maximum. Et intérêt de la chose, l'installation est démontable, conservée à l'huile sûre jusqu'à la prochaine vague. On espère ne pas avoir, mais bon. On a prévu, imaginé avec le prestataire, que ce stockage et ce maintien en état opérationnel sont assurés par le fabricant à travers une relation contractuelle. Donc, ça veut dire, sous un délai court, une décision d'installer peut être prise et réalisée dans les 24 heures qui suivent la décision. Voilà, donc pour revenir un peu sur la pression, donc on voit bien le lit du patient. L'extraction se fait à proximité de la tête du lit du patient. Le système de filtration H14 est un système particulier, un purificateur d'air assez puissant et aux normes les plus élevées pour assurer ce H14. Un plus qu'il y a dans ce système, c'est qu'il est réversible. Donc actuellement, on met beaucoup de chambres en dépression pour protéger les infections de type Covid. On peut aussi inverser le système et entrer dans une logique de soins intensifs de réanimation où la chambre est en surpression pour des malades immunodéprimés. Cela permet, en même temps surpression, d'éviter l'envahissement ou la pénétration de bactéries et autres toxiques aéroportés. Voilà. Alors, bon, ça, c'est intéressant. La partie théorique qu'on a vue est assez bien pensée. Enfin, en tout cas, c'est notre avis. Néanmoins, on a convenu de faire, à l'occasion de cet essai sur cette chambre, une unité, on a fixé un protocole d'essai et ceux que l'on va mesurer. Parce qu'on va mesurer à la fois des indicateurs techniques, qui sont habituels, hein, ceux qui ont fait des réa voient bien de quoi je parle, le taux de renouvellement d'air, bien entendu, l'intégrité des filtres après une durée d'usage, annoncée pour 1 an, la surpression et ou la dépression, c'est-à-dire comment se comporte le système aérolique lorsqu'on ouvre la porte, quel est le rétablissement du delta P, la cinétique de décontamination qu'on a évoqué tout à l'heure, où on a l'objectif d'une décontamination en 10 minutes 90%,
un niveau sonore, parce que la filtration va être en permanence dans la chambre, donc le patient n'a pas forcément envie d'être gêné par un niveau de bruit qui serait élevé. Et puis, bien entendu, la sécurité incendie. Il faut qu'en cas d'alerte, la sécurité incendie soit assurée. Refermeture des portes coupe-feu classiques de l'unité, mise en place du désenfumage, etc. Et donc, deuxième particularité de notre protocole, on est parti sur 2 séries de mesures. Une mesure, des mesures à vide, c'est-à-dire qu'à la fin de la rénovation de cette unité, on installera les systèmes d'isolement, on installe là et on mesurera tous ces paramètres de performance technique. Et puis, deuxième partie, après achèvement des travaux, l'unité sera occupée et donc notre personnel et quelques patients viendront s'installer à l'unité et on fera une mesure des indicateurs fonctionnels. Quel est le vécu de nos agents, des personnels soignants, comment ils vivent les accès, est-ce que le passage des lits se fait correctement, quel est le degré d'intimité aussi, puisqu'on nous a demandé une personne nous a demandé de prévoir l'occultation de ces portes. Donc, une performance fonctionnelle que l'on va essayer d'objectiver. Pour cela, on a mis en place un groupe de suivi avec donc, des techniciens, bien sûr, des personnels soignants et les hygiénistes de notre établissement qui sont très engagés et qui suivent attentivement cette expérience. Voilà. Et donc, pour finir, il faut être relativement bref, la convention de partenariat. Donc, c'est une opération enfin, un peu atypique parce que l'entreprise, une PME locale, n'a pas forcément les moyens d'aller jusqu'au bout. Donc, on les a aidés à faire un test en place pour une chambre il y a quelques temps. Et là, on est sur une opération qui coûte, la fabrication des tests, il y a l'ingénierie, il y a l'achat et la modification des purificateurs d'air, etc. Donc, il y a des dépenses qui sont d'un montant non négligeable. Donc, on a convenu avec eux d'une convention de partenariat avec 4 chapitres. Premièrement, les attendus de chacun. Voilà, ce que l'équipe attend et ce que nous, en tant qu'établissement de santé, nous attendons. Donc pour nous, c'est relativement simple, c'est disposer d'une solution déployable et pas déplorable, c'est le correcteur orthographique, disposer d'une solution déployable en quelques heures, de pouvoir mettre en place une précommande, ça c'est pour eux, avec des conditions de mise en œuvre, de propriété, de financement, de sortie. Donc on a essayé de clarifier quelle était la sortie de cette expérience, dans la mesure où on est satisfait les uns et les autres du résultat, quelle est la sortie. Nous, on ne demande pas un titre de propriété dessus, contrairement à l'entreprise qui va breveter, bien sûr, de financement, et puis comment on peut peut-être mettre à disposition ou généraliser le processus. Une deuxième chapitre de cette convention, c'est la phase d'expérimentation en vraie grandeur, en réel, avec les indicateurs, c'est ce que je viens d'évoquer rapidement. Troisième partie, un plan de com'. C'est un peu dans la logique de ce que de votre groupe de travail, de votre mission innovation. Donc, il faut communiquer, il faut le faire savoir. Et puis, essayer d'imaginer un peu comment est-ce qu'on pourrait acheter, stocker et mettre à disposition un certain nombre de ces outils. Alors, évidemment, cette convention de partenariat, c'est gagnant-gagnant, mais bon, pour l'instant, c'est nous qui finançons l'expérience, sachant que l'industriel, la PME, investit beaucoup de son temps et de ses moyens. Voilà, donc pour l'installation des 7 chambres et du SAS couloir dans l'unité, la dépense est commandée par l'hôpital, donc on a engagé la dépense. En cas de succès, ben, on réglera la facture et on gardera les équipements ainsi achetés, parce que je pense qu'on en aura peut-être fort probablement l'usage. Et voilà. Et si, malgré toute l'attention que l'on porte les uns et les autres à ce projet, ça ne venait à ne pas marcher, pour des raisons que je n'imagine pas aujourd'hui, mais on ne sait jamais, parce que là, on ne payerait que la moitié de la facture. Comme ça, le risque est ainsi partagé à part égale. Voilà, très succinctement cette présentation. J'espère ne pas avoir été trop long. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question complémentaire. Merci, M. Casaba. Ben, les questions, on les mettra à la fin. Une solution qui, moi, m'avait beaucoup
voilà, intéressé sur la partie aussi flexibilité de l'architecture, de pouvoir transformer assez facilement des endroits. C'est une chose que j'avais vue aux États-Unis dans une visite de service d'urgence, où on a pu voir que pas mal de chambres dans les services d'urgence étaient déjà en dépression. Et du coup, je trouvais ça intéressant de pouvoir éventuellement… voilà. Je vais laisser la parole maintenant au docteur Maisonneuve, qui va nous présenter un outil que tout urgentiste et chef de service d'urgence qu'il est aurait envie, c'est-à-dire de pouvoir prévoir un petit peu l'activité, pouvoir adapter l'organisation, les effectifs en fonction de ces prévisions-là, de pouvoir l'inclure dans une dimension de management de service et aussi de management au sein de l'hôpital. Et donc, je laisse le docteur Maisonneuve, qui est chef de service de l'hôpital de Valenciennes, que je connais un petit peu parce que j'ai fait pas mal de formations là-bas, et qui est un formidable hôpital, moderne sur plein d'aspects. Et voilà, je te laisse la parole, Antoine. Et 10 minutes si okay. voilà, Ouais, tu as l'habitude en congrès. Ok, pas de souci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je vais vous faire une présentation un petit peu de la solution d'intelligence artificielle qu'on utilise à l'hôpital de Valenciennes. Donc, cette intelligence artificielle au niveau des urgences, on l'utilise à la fois pour le flux, mais aussi, vous allez le voir, pour développer au sein de l'hôpital la prévision pour les lits et puis un bénéfice pour les patients et les accompagnants. Je vais essayer de respecter le timing. Donc, je vous fais une présentation globale un petit peu de pourquoi on en est arrivé là. En fait, on en est arrivé à développer cette solution parce qu'on a vu depuis une dizaine d'années une augmentation des flux au sein des urgences, puisqu'on a une augmentation de 60% de notre activité en 10 ans avec un capacitaire en termes de lits disponibles qui est resté plus ou moins constant. Donc, ce qui nous a amené à nous réunir de plus en plus fréquemment pour des cellules d'hôpital en tension, pour trouver des solutions pour nos patients, trouver des lits, etc. Ça, c'est le commun de tous les services d'urgence, je pense. Donc, comme je vous disais, c'est une volonté partagée à la fois du service des urgences, de la CME et puis de l'institution en général, de la direction, de réfléchir à mettre en place en fait des outils qui nous permettent de limiter justement ces tensions. C'est quoi les objectifs? C'est de pouvoir prévoir les flux, avoir une prévision justement de ces flux qui vont arriver aux urgences, avoir une visibilité du capacitaire, gérer les lits et puis surtout leurs allocations. Donc pour cela, on a développé comme un titre un petit peu une coordination hospitalière intelligente. Donc on a développé certains outils, on a des outils qui sont en cours de développement et puis des outils qu'on veut développer par la suite. Voilà, donc cette coordination hospitalière, elle repose sur quoi? Elle repose en premier lieu sur un outil qu'on a appelé Calais, comme vous pouvez le voir. Calais, c'est quoi? En fait, c'est l'initiale de Calif, la société avec laquelle on travaille, Artificial Intelligence, qui, à partir de certaines données externes, comme les données météorologiques, le trafic, divers événements, etc., des données internes, intra à l'hôpital, que ce soit des données antérieures, les données avec les différents flux qui peuvent être utilisés, PMSI, etc. Tout ça, on le met dans la machine learning qui apprend au fur et à mesure et qui nous permet d'avoir une prévision des flux avec des écrans que je vais vous montrer par la suite. À partir de ça, ces données sont visibles par tous les médecins des urgences et puis par tous les managers pour avoir une idée du flux qui va nous arriver dans les heures à venir et dans les prochains jours. Ça, c'est développé, c'est stable, maintenant c'est fiable. Et puis, il y a une autre application, une application mobile qu'on est en train de développer qui nous permet de connaître le capacitaire en temps réel. Ça, c'est en cours de développement. Et puis, à terme, cette application va aussi nous permettre d'allouer les lits pour les patients en lien avec les services d'aval pour nous simplifier la tâche au niveau des urgences, pour trouver un lit, le meilleur lit, entre guillemets, au bon moment pour le patient X. Voilà un petit peu le schéma global de cette coordination hospitalière.
Alors, caler. Caler, c'est quoi? Caler, c'est prévoir les flux, comme je vous l'ai expliqué. Les flux au niveau des urgences. Donc là, j'espère que vous voyez la présentation. Voilà ce qu'on voit comme écran. Voilà ce que je vois comme écran. C'est les 5 jours, le jour J. Donc là, on était samedi quand j'ai fait la copie d'écran. Samedi, j'avais une prévision de 199 passages. Ça, c'était à minuit, c'était figé. Et je vois les 5 jours qui arrivent avec un nombre de patients total qui est attendu aux urgences sur les 24 heures, avec un indice colorimétrique. Bon, là, vous allez me dire tout est en rouge, mais l'échelle colorimétrique qui est à gauche, quand on est vert, c'est plutôt tranquille. Quand on est noir, ça le sera beaucoup moins. Et puis, on a toujours un focus sur le week-end. On peut voir en haut à droite, parce que souvent, on se réunit avant le week-end, le jeudi ou vendredi, en utilisant ces chiffres. Là, par exemple, ce week-end-là, il fallait s'attendre à 75 hospitalisations sur les 48 heures du week-end. Donc, le but, c'est d'anticiper ces hospitalisations, d'anticiper la disponibilité en lit pour justement ne pas être saturé ou devoir transférer trop de malades parce que, évidemment, le transfert est chronophage. Après, vous avez un écran en dessous qui nous donne une tendance qui n'est pas le même chiffre parce qu'elle est réactualisée en permanence. Comme je vous l'ai dit, 199 patients attendus le samedi sur la pastille rouge. Là, en réactualisant, il me dit 206. Il y a un indice de confiance autour de la pastille rouge, le petit cercle bleu. À ce moment-là, il était de 90%. Donc, il faut en tenir compte. La pastille rouge, elle peut évoluer. On a donc les admissions. On peut avoir une idée des sorties attendues. Le nombre d'hospitalisations prévisibles ce jour-là, c'était 40 hospitalisations. Au moment de la copie d'écran, il y avait déjà eu 16 hospitalisations. Le nombre de patients pris en charge par senior, c'était au maximum 25 dans la journée. Là, il y en avait 17 par senior. Et puis l'attention, c'est le nombre de patients physiquement présents aux urgences attendus. Au maximum, cette journée-là, on s'attendait à avoir un pic de 65 patients dans les urgences présents en même temps. Et on voit les courbes heure par heure avec les écarts, le maximum. La courbe du haut, c'est le maximum, la courbe du bas, le minimum. Et les points bleus, c'est quand on est dans la fourchette. Voilà, donc on peut suivre les admissions, l'attention, les hospitalisations et les sorties. Ça, c'est anticipé. Il y a toujours le graphe qu'on peut consulter à la fois sur ses PC, à la fois sur son smartphone. Et il y a des écrans aussi qui sont disponibles pour les soignants qui reprennent uniquement les 3 heures à venir. Alors, bien sûr, c'est utilisé, tout le monde peut l'utiliser au niveau des urgences, tous les urgentistes. Il y a ceux qui ne souhaitent pas l'utiliser parce que, pour des raisons anxiogènes, parce que ça les angoisse. Il y en a qui ne l'utilisent pas parce qu'ils disent de toute façon, je suis là, je verrai les malades. Mais nous, c'est intéressant de les avoir. Moi, je les utilise. Ça permet, quand je n'ai pas de difficulté de ressources humaines, de pouvoir adapter les ressources, les moyens aux flux qui vont arriver. Pas à l'heure, bien entendu, mais quand je vois que le week-end va être beaucoup plus chargé qu'habituellement, on peut renforcer les équipes au sein des urgences pour nous adapter au flux qui va arriver. Puisque maintenant, on a une fiabilité globale, on est autour de 91-92% de fiabilité pour les chiffres annoncés. Après, il faut savoir qu'on travaille également, donc on a les prévisions des flux et on regarde à travailler, à prévoir le parcours du patient. En regardant les différentes étapes du parcours patient, ces différentes étapes au niveau des urgences, on retient essentiellement l'accueil administratif, le triage par l'IOA, l'examen clinique par l'urgentiste, et puis il y a différents tops intéressants, c'est la biologie, l'imagerie, et puis après le diagnostic et l'orientation décidée. Tout ça, on le regarde, on le prévoit, patient par patient, en fonction du triage. On utilise l'échelle de tri, la French, hein. Malman peut en parler puisqu'il nous a bien aidés. Les objectifs de prévoir le parcours du patient, c'est d'avoir
une anticipation, une prévision de son orientation et justement de prévoir aussi dans quel lit on va pouvoir admettre ce patient avec une procédure dégradée si le lit correspondant à la pathologie dans le service X n'est pas disponible, il y a une procédure qui nous dit on l'héberge dans tel service ou tel autre, etc. Et puis, on a aussi l'objectif de transmettre cette timeline, ce parcours patient, à la fois au patient ou à l'accompagnant qui ne peut pas accompagner le patient au sein du service. Ça, on souhaite développer à l'avenir, on est en cours de travail et de réflexion. On souhaite transmettre justement ce temps de parcours et ce prévision de parcours aux accompagnants via une appli pour justement qu'ils puissent suivre en direct et éviter forcément de passer des coups de fil pour savoir où ça en est. Ça permet de limiter les interruptions de tâches pour les soignants et ça permet d'améliorer aussi notre communication. Donc là, vous avez une copie d'écran justement de cette prévision de parcours patient où vous avez l'IEP du patient, on a le motif d'admission, le médecin senior qui s'en occupe et vous pouvez voir sur la ligne du parcours, ce qui est en noir, c'est ce qui est effectué et ce qui est en bleu, c'est ce qui est prévu. Donc là, ce patient a eu son accueil à 13h33, le triage, l'examen clinique, une imagerie, et puis le diagnostic et la conclusion est attendue à 19h avec un carré ici, ça veut dire qu'on va l'hospitaliser dans cette UF-ci. Il y a une flèche, c'est une sortie. Et en fonction des couleurs, c'est la fiabilité, le pourcentage de fiabilité de la prévision. Voilà pour la prévision du parcours. Et enfin, je terminerai sur le parcours du patient, veut dire qu'il va aller dans un lit quand il est hospitalisé. Donc, on va mettre en phase d'essai dans quelques jours la gestion des lits en temps réel, avec justement un partenariat avec un ou deux services pour pouvoir orienter les patients à partir des urgences. Donc, dès que le diagnostic sera posé, l'intelligence artificielle va nous donner un état des lieux des lits en fonction du diagnostic. Si on souhaite que ce soit la cardiologie, il va pouvoir nous aider à orienter le patient vers un service, puisqu'on aura une visibilité des lits qui sera améliorée. Les lits seront signalés avec un smartphone à lecture de code barre, seront signalés disponibles, indisponibles, en cours de nettoyage par les équipes soignantes des étages, que ce soit les équipes de bio-nettoyage, les équipes infirmières. On aura une visibilité en temps réel des lits disponibles et de leur état. Et on pourra allouer donc de façon plus simple les lits. On va gagner du temps, nous, en coup de fil. On n'aura pas à appeler tous les services. On va avoir nos cadres du service qui n'auront plus à passer 3 heures par jour à passer des coups de fil à tous les services pour connaître l'état du capacitaire dans l'établissement. Donc, voilà le but de ce travail. En conclusion, je vous dirais que l'intelligence artificielle à l'hôpital de Valenciennes, prévoir le flux, moi, je suis très satisfait puisqu'on est à un taux de prévision qui est très satisfaisant et qui nous aide clairement. J'ai beaucoup d'espoir sur la prévision du parcours et la communication avec les patients et avec les accompagnants. Et enfin, la gestion des lits qui va rentrer en phase test au plus tard à la fin du mois va nous aider pour la gestion du capacitaire et la visibilité des lits. Voilà. Bravo et merci beaucoup, Dr Maisonneuve, pour cette belle solution. Donc, on peut dire que c'est un peu un outil rêvé pour les maîtrises d'ouvrage immobilières que sont les établissements de santé, en tout cas pour dimensionner au mieux les capacités d'accueil donc aux urgences et donc pourquoi pas bientôt en lit à l'occasion notamment d'un projet d'investissement.
un exemple d'outil qui montre bien le rôle essentiel de l'anticipation et de la programmation du flux d'urgence dans l'organisation intra-hospitalière, de manière à adapter au mieux les ressources, mais également dans l'organisation et la régulation de l'offre de soins au niveau régional, ce qui me permet de faire la transition avec le prochain intervenant, donc le docteur Hellman, qui va nous présenter un outil qui a permis, durant la crise sanitaire, de mieux anticiper les disponibilités en soins critiques et disponibilités en hospitalisation conventionnelle en région Île-de-France. Voilà, je te laisse la parole. Merci Dorothée. Alors un peu particulier puisque je présente un truc lors d'un webinaire qui est organisé par nous. Donc, c'était pas volontaire, hein, c'était pas fait exprès, mais voilà. Je vais essayer de. Alors, ça fait la bonne transition avec ce que nous a montré Antoine. C'est, on est maintenant à un niveau de Zoom qu'on dégrossit et on est plutôt maintenant au niveau de la région et comment on arrive à coordonner le besoin en lit. Et alors, je ne prendrai pas le terme de gestion des lits, de crash test que tu vas faire, Antoine, bientôt dans le nouvel outil. Mais là, c'était pareil. Une vision régionale est nécessaire et départementale, et voire GHT est nécessaire de toute façon pour gérer le flux de malades. Alors, c'est une solution de prévision d'occupation des lits. C'est le projet. Alors, c'est un projet qui s'est maintenant institué, un projet régional. Qui est le projet STEP. Le STEP, c'est Saturation Bed Anticipation. L'idée était venue d'avoir du coup un outil qui nous permette de prévoir le besoin de lits d'hospitalisation Covid et non Covid, et je vais vous expliquer pourquoi le non Covid est aussi important. La démarche de prévision, comme Antoine, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire depuis longtemps et porter au niveau régional. C'est marqué dans le PRS, dans notre PRS. Et on avait débuté avant le Covid une démarche donc, de comment on arrive à croiser les données pour faire de la prévision d'activité au niveau régional sur l'activité des urgences. Et on avait organisé un datathon à l'époque avec des data scientists. Quand on revient, alors on aurait dû prolonger cette action-là après la crise, enfin avant la crise, pardon, mais bon, la crise est arrivée et du coup, on a dû gérer une autre problématique qui était de comment on arrive, et ce besoin est devenu assez rapidement lors du pic épidémique, donc c'était début avril 2020, on a été confronté au niveau de la direction de l'offre de soins de devoir avoir une approche stratégique avec l'établissement de santé de comment on arrive à reprogrammer l'activité alors que les réanimations étaient pleines. Et du coup, comment on arrive à se projeter au moins à 15 jours pour savoir comment on redémarre les blocs et de façon un petit peu d'avoir une visibilité au niveau de chaque département et voir au niveau d'aller beaucoup plus fin au niveau de chaque GHT. Donc un besoin qui avait été identifié, qui était initialement un besoin de l'agence, mais qui finalement est devenu un besoin de chaque directeur médical de crise, de chaque direction de groupement hospitalier, avec d'avoir une vision du stock de malades. Alors, je parle de stock, par exemple, de volume de malades. Voilà, de connaître des prévisions et d'en déduire des disponibilités, d'essayer d'identifier les risques de saturation un petit peu en amont. Et éventuellement, et c'était aussi toute une partie du travail, c'est de simuler des scénarios, de pouvoir se dire, dans une semaine, la prévision me dit que je vais avoir 200 lits de plus en soins critiques. Si je fais des Evasan à 50 lits, combien d'Evasan je dois faire pour anticiper et ne pas arriver à la saturation? Et du coup d'avoir un outil vraiment de simulation de scénarios. Et donc, c'était l'essentiel. On a eu du concept à la réalisation, on a eu une chance à cette époque, c'est de rencontrer une équipe de data scientists qui travaillait déjà sur la prévision, avec de la prévision sur le parcours de soins du Covid, puisque c'était une équipe qui travaille de Capgemini, qui travaillait à l'époque avec le CHU Strasbourg sur l'analyse de parcours intra-hospitalier du Covid durant la première vague. Et c'est une équipe aussi qui travaillait avec une équipe de Beaujon sur un outil qui s'appelle Traumatrix pour essayer de mieux aider à identifier les facteurs de risque de traumatisme. Et donc, avec cette équipe, le travail a été fait est parti assez rapidement, avec assez rapidement un développement d'un premier POC en 15 jours après avoir échangé, qui a permis de lancer cette démarche avec
toujours deux éléments essentiels qui sont l'expertise métier, puisqu'on a piloté avec mon collègue réanimateur et référent soins critiques en Ile-de-France, le docteur Arnaud Foucrier, on a copiloté directement avec l'équipe de data scientist pour qu'on ait des échanges itératifs. Alors, data scientist et une expertise en ingénierie, puisque c'est vraiment ce triptyque qui avait permis de construire un outil qui était complètement adapté à nos besoins, avec une démarche mathématique d'utilisation de modèles mathématiques, les chaînes de Markov, qui étaient complètement adaptées à l'analyse des parcours intra-hospitaliers du Covid. Il nous a permis de façon assez rapide de développer un outil de prévision et de simulation. Pour vous donner un petit peu les délais, on a mis le premier POC en marche mi-mai, alors qu'on avait débuté mi-avril. Et puis un outil utilisé pour la gestion de la deuxième vague, puisque l'outil a été prêt et adapté à nos besoins début septembre, et donc avant la deuxième phase. Et donc cet outil a permis d'aider à gérer la deuxième et la troisième vague, et la quatrième dans un moindre mesure, puisqu'elle était en Ile-de-France moins haute que dans d'autres régions. C'est un partenariat qui a été construit d'emblée public-privé. Donc initialement, l'équipe de Capgemini qui a travaillé avec nous pour le développement de la première version et de la deuxième version, qui nous a mené avec un travail qui nous a mené jusqu'à mois de novembre, et puis après un transfert de compétences et de propriété intellectuelle, puisque tout l'outil maintenant appartient à l'agence et donc au secteur public, avec une transmission de cette compétence et de l'outil, le code et tout ça, vers notre grade régional qui est le Cézanne, et avec un embauche de 3 data scientists au Cézanne, une équipe qui est dédiée à cet outil et à son développement. Et donc, on a assuré ce transfert durant cette année assez riche. Actuellement, l'outil, le STEP nous permet d'avoir 3 types de restitution. Une restitution avec un outil web qui, pour l'instant, n'est pas disponible pour hors ARS, puisqu'on est en train de travailler pour quelque chose qui soit beaucoup plus ergonomique pour donner un accès aux différents directeurs médicaux de crise, aux différents directeurs d'établissement, de GH, dans un but de pilotage plutôt institutionnel. Et donc ça, je pense qu'on pourra ouvrir vers la mi-novembre pour les acteurs de la région. Un suivi quotidien de l'épidémie avec des tableaux de bord itératifs qui sont diffusés maintenant à près de 500 personnes dans la région, que ça va des directions, mais aux chefs de service d'urgence, au SAMU, pour qu'ils aient une visibilité de ce qui se passe sur le territoire. Et puis des analyses, ce qu'on appelle ad hoc, c'est-à-dire de pouvoir faire des simulations comme l'impact du variant anglais, par exemple, quand il est arrivé au mois de février, nous a permis d'essayer d'anticiper le besoin en lit bien en amont, en fonction de la répercussion du variant anglais dans la population virale. Donc, un outil qui est fonctionnel, avec des échelles qui sont les échelles régionales, bien sûr, mais avec une échelle aussi départementale pour l'instant, et on est en train de descendre au niveau des groupes hospitaliers, avec des performances qui sont là aussi bonnes, puisque les prévisions actuellement au French sont à peu près à entre 6 et 7% d'erreurs à 10 jours sur ce besoin en lit en soins critiques. Ça nous permet de faire bien sûr des analyses beaucoup plus fines sur les durées de séjour, et voilà. Et bien sûr, un autre élément, ça nous permet d'éclater tous les séjours de la région en termes de séjours qui sont hors Covid. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on fait de la prévision de l'activité hors Covid, du besoin en soins critiques, puisque l'idée était vraiment d'avoir une complétude entre le besoin de Covid, le besoin hors Covid, de besoins en soins critiques, et donc tout ça sur des modélisations qui sont faites à partir du PMS. Ça permet du coup d'avoir des analyses très fines des parcours de soins, de comment les patients passent d'un service à l'autre, et donc ça permet de visualiser ça avec des diagrammes de Sankey qui sont disponibles sur différents types de pathologies. Les évolutions qui sont attendues, voilà, donc je vous ai parlé de l'ouverture de ce site web en dehors de l'agence pour les acteurs, avec un accès à l'outil de simulation aussi. Bien sûr, d'améliorer en termes de restitution ce qu'on peut faire avec l'outil, améliorer les performances des outils en essayant de faire recalibrer de façon régulière nos outils, mais aussi en apportant des données externes pour améliorer la performance, donc intégrer les données
des données de météo, des données de vacances, choses comme ça, de variations d'activité qui permettent, avec des bases de données diverses et variées, qui permettent d'augmenter la performance de notre outil, et puis d'approfondir aussi notre connaissance hors Covid à partir de l'exploration de PMSI à peu près dans tous les sens. Voilà un petit peu la présentation que je voulais vous faire sur le format STEP, l'outil STEP. Je vais du coup, dans la suite, tout de suite, passer la main au docteur Pozza, qui est médecin urgentiste à l'hôpital Cochin à Paris, qui va nous présenter une solution là aussi qui m'a bien tapé dans l'œil, qui est l'accès à l'outil d'échographie de façon assez simple dans une poche, hein, puisque c'est présenter le fait d'avoir une sonde écho branchée à un smartphone. Je trouve que ça permet d'ouvrir énormément de portes dans notre évolution des pratiques, à la fois en médecine d'urgence, mais en dehors de la médecine d'urgence. Bon, il va vous expliquer un petit peu comment il en est arrivé à cela. Je te laisse la main, Jérôme. Donc, bonsoir, merci de m'avoir invité à vous parler. Alors moi, par rapport à mes collègues, je n'y suis pas pour grand-chose dans cette innovation. Je la suis, mais voilà, ça ne vient pas de moi. En tout état de cause, je vais d'abord, avant de vous parler d'échographie ultraportable, vous parler de l'échographie clinique, hein, pourquoi on l'a fait. D'abord parce que c'est simple, c'est rapide, c'est pas irradiant, ça se fait au lit du patient. Qu'on l'a fait parce que ça répond à une nécessité d'améliorer nos prises en charge, d'être plus pertinent dans l'examen clinique, en répondant à des questions simples, en ayant une meilleure orientation diagnostique et une meilleure orientation de gravité lors de la prise en charge de nos patients. Et ça peut aussi nous permettre d'évaluer la tolérance et l'efficacité des traitements, parce que c'est un examen, comme il est simple, rapide et pas irradiant, qu'on peut répéter au cours de la prise en charge. Et tout ça, ça nous permet de gagner pas mal de temps, ce qui est utile en médecine d'urgence, mais ce qui peut être très utile et peut-être même encore plus utile dans les services de médecine et en médecine ambulatoire. Enfin, on s'en sert assez régulièrement pour faire de l'écho-repérage ou de l'écho-guidage pour des gestes invasifs. Et alors, à qui est destinée cette échographie clinique? Eh ben, d'abord à tous les médecins cliniciens, hein, quelle que soit leur spécialité, avec différents types de cibles en fonction de la spécialité et puis de la pratique des médecins, avec différents niveaux d'expertise. Et aussi, et ça c'est plus récent, par les infirmières. Donc pour l'instant, de façon relativement limitée, mais c'est en cours de développement avec pose de voie veineuse périphérique, pose de midline, aide à la ponction artérielle et aussi diagnostic de globe vésical, vérification de la position du cathéter de Foley. Et puis, bientôt, les infirmières pourront, en tout cas, il y a des études en cours sur l'aide à la pose de sonde nasogastrique, la vérification de la position de la sonde nasogastrique en temps réel, et donc amener de la sûreté dans la prise en charge des patients. Et alors, du coup, on m'a demandé de parler d'ultraportable, hein, parce que tout ça, c'était valable déjà pour l'échographie clinique avec n'importe quel type de machine. Et alors, pourquoi l'échographie ultraportable? Est-ce que c'est une évolution simple ou une révolution? Alors, on va essayer de répondre de différentes façons. Alors déjà, en termes d'accessibilité, c'est quelque chose qu'on va avoir dans la poche, hein, comme nous disait Romain. Et puis, de fait, ça va faire beaucoup baisser les prix, puisqu'on va se retrouver avec un petit appareil. Et donc, on va se retrouver avec des appareils qui font 10 000, 5 000 et voire bientôt moins de 1 000 euros dans la poche. Et puis, ça fait quand même une dizaine d'années que ça existe, ces petits appareils, mais un des reproches qui était fait, c'était la qualité des images. Et bien, il y a eu une nette amélioration de la qualité de ces images sur les appareils de dernière génération. Le travail sur la qualité de l'image est toujours en cours et on atteint des qualités d'image qui sont quasiment équivalentes à des appareils conventionnels d'il y a quelques années, voire maintenant des appareils assez récents. Enfin, on améliore l'accessibilité parce que les interfaces sont de plus en plus simples et donc rend l'outil utilisable par des gens qui sont non experts. Voilà, donc vraiment,
le tout est axé sur l'accessibilité à tout le monde. Et puis, dans l'accessibilité, c'est accessible à tout à chacun en France. Ça va être accessible donc, dans toutes les spécialités, dans des zones qui sont déjà richement dotées sur le plan imagerie, mais ça va permettre d'apporter aussi l'imagerie médicale dans des zones qui sont moins dotées. Et puis, ça va permettre d'apporter l'imagerie médicale dans des zones qui sont moins dotées ailleurs dans le monde, et notamment dans les pays en voie de développement, de par le faible prix. Enfin, je voulais vous parler du fait que ces sondes, elles vont souvent être reliées à des smartphones ou à des tablettes. Et donc, ces smartphones et ces tablettes, c'est des outils qu'on utilise tous les jours, qu'on a tous déjà. Donc, finalement, on va avoir à acheter que la sonde et on est déjà équipé de la partie écran et de la partie de traitement de l'image. Et les constructeurs évoluent vers le tout wireless, donc des sondes qui sont maintenant connectées en Wi-Fi à nos smartphones, même si pour l'instant, il existe encore des sondes connectées en filaire. Le fait d'être connecté à un smartphone, ça va nous apporter beaucoup de fonctionnalités nouvelles, notamment l'enregistrement, la conservation des images en ligne, en respectant les normes RGPD, et puis surtout, principalement, les applications sociales de nos smartphones et de nos tablettes, ça va nous permettre de partager nos images, alors que ce soit pour l'enseignement, pour avoir un avis, pour avoir une relecture, que ce soit en direct ou en différé. Et tout ça, ça va nous permettre en plus de faciliter l'apprentissage. Et donc, si on fait l'acquisition d'une de ces machines, qu'on soit en France près d'un enseignant ou qu'on soit à distance ou dans un autre pays, on va pouvoir quand même avoir de l'apprentissage et continuer, après nos formations, d'avoir de l'apprentissage en ligne. Et ces appareils qui sont petits, qui sont simples et que nos étudiants vont pouvoir avoir dans la poche, ça va leur permettre de se former dès le plus jeune âge, dès leur externat. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles on travaille et sur lesquelles je travaille. Enfin, il peut y avoir des limites, peut-être. En tout cas, pour le moment, effectivement, les limites, c'est qu'il n'y a pas toutes les fonctions, notamment en termes de tir Doppler. Alors, certaines machines vont maintenant avoir des tirs Doppler pulsés tissulaires, mais ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Certaines machines vont avoir des tirs temps de mouvement, mais ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et est-ce que c'est vraiment gênant? Eh bien, pas tant que ça, parce que c'est des choses qu'on ne va pas utiliser souvent dans l'échographie clinique. Et puis, maintenant, il va y avoir plein de solutions d'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'avoir uniquement avec du visuel et par un traitement de l'image sur nos smartphones, voire en ligne, des évaluations hémodynamiques complexes, par exemple, type FEVG en direct, sans avoir besoin de faire de mesure. Et la dernière limite qu'on va nous opposer, c'est la durée des batteries. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté un respect des normes RGPD, ça n'a évidemment rien à voir. En tout cas, la durée des batteries, ça va dépendre de type de machine. Les filaires ont moins ce genre de problème. Les wireless, effectivement, peuvent être limités à une demi-heure, maintenant plus autour d'une heure en continu. Mais finalement, une heure d'échographie en continu, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en pratique clinique. Et donc, finalement, une heure de pratique, une heure de batterie sur la journée, ça va nous permettre de tenir quasiment la journée. Et via une ou deux recharges entre deux patients, ça va nous permettre de tenir la journée. Et donc, finalement, ces limites ne sont pas vraiment des limites pour ma part. Voilà, j'espère que j'ai respecté mon temps de parole. Et que le seul à l'avoir fait. Ouais, c'était pour ça que je le disais, hein, c'était pour me jeter un peu des fleurs. Et puis voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr Bokobza, pour votre témoignage. Donc, au-delà de l'aide au diagnostic, on le voit, la solution permet un accès facilité depuis le service des urgences à l'imagerie médicale. Du coup, la proximité avec du service des urgences avec le plateau technique devient moins impactante sur les délais de prise en charge, sur les délais d'attente. Donc, c'est une solution intéressante pour les établissements qui auraient un bâti contraignant et peu fonctionnel, qui ne permettent pas justement cette proximité. Et puis, dans le cadre d'un projet d'investissement, la solution pourrait nous autoriser à repenser les circulations et les codes d'implantation des services des plateaux techniques. Voilà. Alors, le temps des témoignages est maintenant écoulé. Place aux questions-réponses et je laisse la parole à Romain. Hop, je suis branché.
Alors, il y a déjà des questions qui ont déjà été répondues par écrit, donc je n'ai pas besoin de les remettre. Non, Dorothée? Exact. J'ai l'impression, oui, il y a eu beaucoup de questions en fait pour le docteur Maisonneuve. Voilà. Il y en a une pour moi, donc je vais en profiter tout de suite Ouais. pour répondre. C'est en pratique, comment avez-vous utilisé les informations Lotistep en tant qu'ARS, uniquement sur les EVASAN? Quelle est l'appropriation de ces tableaux de bord? Donc, je vais essayer de ces 3 questions assez rapidement. Les informations de Lotistep ont été utilisées de façon la plus importante, c'est, vous savez qu'on a essayé de calibrer notre dispositif de réponse en 4 paliers. En 4 paliers de franchissement, d'occupation des lits de soins critiques. L'idée est de pouvoir anticiper ce franchissement-là et de préparer le passage d'un palier à un autre qui nécessitait, vous savez, quand on a fait le plus 1000 lits en Ile-de-France, l'idée, c'est pas de faire plus d'un seul coup, mais c'était de passer de palier en palier et donc d'anticiper ces paliers en activant les établissements, enfin pas les activer, mais en prévoyant passer un palier à un autre pour que, en termes d'effectifs, en termes de changement d'organisation dans les établissements, on puisse se calquer à ces prévisions-là. Et c'est une des façons importantes sur lesquelles on l'a utilisé. Alors, il y en a plein d'autres, en simulant comment on arrive à anticiper le fait, comment on arrive pour les EVASAN cette fois-ci au retour d'accueillir, notamment sur la Martinique et sur la Guadeloupe actuellement, c'est comment on arrive à mesurer le nombre de patients qu'on pouvait prendre sans saturer le système, alors qu'on était dans une période un petit peu compliquée de fermeture de cet été. Ça, c'est sur le comment l'utiliser, donc pas simplement sur les EVASAN. Et l'appropriation des tableaux de bord, écoutez, on le diffuse largement. On a fait une enquête de satisfaction auprès des gens qui reçoivent cet élément-là, qui du coup nous ont fait leurs remarques et on a pu faire modifier les tableaux de bord au fur et à mesure du temps pour essayer d'être au plus proche de ce que demandent les destinataires et de comment, on a posé ces questions-là, est-ce qu'ils l'utilisaient eux-mêmes dans leur gestion interne dans leur cellule de crise. Une grande majorité, puisque je crois qu'on était à 70% des gens qui le reçoivent, l'utilisaient effectivement dans leur cellule de crise pour des discussions sur à la fois leur vision départementale ou régionale et de comment ils arrivent à se positionner en tant qu'établissement dans le dispositif. Ça, c'est les réponses pour ce sujet-là. Sur les autres, il n'y en a pas plus, donc je vais moi-même poser des questions. Monsieur Casaba, et je ne sais pas s'il est encore là. Je suis encore là. Pourquoi vous avez pensé à la réanimation éphémère? Les services d'urgence ont été potentiellement identifiés comme pouvant bénéficier de ce dispositif-là de filtration ou pas du tout? On n'a pas cherché tout de suite plus précisément quel serait le service le plus utilisateur. Ce qui est certain, c'est qu'en matière d'urgence, avoir une capacité de transformer des unités ordinaires en unités de soins intensifs pour un nombre de cas potentiellement assez élevé pourrait rendre des services, enfin on le pense, quoi. Voilà. Très clairement, ça peut être une réponse. Ce n'est pas dans l'urgence au sens habituel, ce n'est pas dans les traitements des urgences comme vous le faites habituellement dans les minutes, dans les heures, mais ça peut permettre de faire des post-urgences sur des maladies infectieuses qui se répandraient, par exemple un avion plein de Ebola, par exemple. Ok. Merci. Une question pour Monsieur Maisonneuve. Alors, il y a 2 questions. Il y a une à moi, ça ne se dit pas, une à moi, et une qui vient d'être posée. Donc, je te pose la mienne, Antoine. Si je veux déployer, comment tu as fait, en fait, qui c'est qui a eu l'idée de faire ça? Comment je le fais pour l'avoir à Bichat, quoi? Si tu devais, en termes comment on arrive à porter ce truc-là et le faire émerger au sein d'une communauté. Et je te pose l'autre question donc qui est posée sur le site, c'est en parallèle de l'IA, avez-vous développé d'autres parcours pour éviter le passage inapproprié aux urgences? Entrée directe en hospitalisation, réorientation vers les généralistes. Donc, je vais répondre tout de suite à celle-là pour
pour limiter les passages aux urgences, entrée directe, nous, on n'a pas développé, la chose qu'on a développée il y a quelques années, c'est la mise en place, parce qu'on peut le faire, d'un médecin d'accueil et d'orientation qui permet d'orienter vers le généraliste ou directement vers les entrées, vers les hospitalisations en lien avec les spécialistes. Mais je n'ai pas développé autre chose pour l'instant. Ensuite, comment on en est arrivé là? C'était ça ta question, si je ne me trompe pas. C'est le directeur qui a dit je veux innover, je vais être le meilleur hôpital en innovation de France et donc on fait tout ce qu'on veut. Ou est-ce que quand même il y a l'identification de cette problématique? Comme je l'ai dit, c'est une problématique récurrente, les problèmes de tension hospitalière avec les services, les pôles, la direction et l'institution dans sa globalité qui se réunissaient plusieurs fois par semaine pour essayer de gérer nos tensions sans jamais trouver une solution à cette gestion des lits et du flux. Et donc, on a essayé plusieurs choses. On a été voir ce qui se passait dans divers hôpitaux, que ce soit en France ou ailleurs, en Belgique, en Hollande, etc. Et au hasard des rencontres, on a rencontré une société qui était en train de monter en puissance et qui a proposé de travailler avec nous sur l'intelligence, sur les flux. Ils n'étaient pas du tout dans le secteur de la santé, ils s'y sont mis avec nous, on a travaillé ensemble et on a développé cette intelligence artificielle, cette machine learning en lien avec ces sociétés. Évidemment, on a eu l'appui de la direction, oui, parce que c'est innovant. Donc, c'est une volonté de l'établissement de toujours être innovant et de développer de nouvelles choses, puisqu'il faut un budget conséquent pour développer ça. Et puis, toutes les applications que j'ai pu évoquer. Donc, oui, la direction était derrière nous, et partie prenante, et nous aide à développer cette intelligence artificielle. Après, si tu veux le faire à Bichat ou ailleurs, évidemment, cette solution, elle doit être sur une IHA, et puis elle est accessible à tout le monde. Après, je ne parlerai pas du budget, je resterai dans la médecine, quoi. Mais elle est déjà utilisée par d'autres hôpitaux en France et ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a travaillé ensemble avec Calypse depuis septembre 2019. Ok, merci. Pour Jérôme, en fait, ça me permet aussi de faire le lien. C'est que l'innovation, pour moi, j'avais l'impression, et c'est un des sujets des assises régionales des urgences qu'on avait pu faire en 2018, j'avais l'impression que on ne la voit jamais arriver dans nos services. Donc, on a des présentations en disant c'est super, c'est beau. Jérôme, moi, si je veux déployer dans mon service ça, je fais comment là, ta solution? Je vais voir le directeur, je vais voir mon chef de service, je sais quoi? Parce qu'en pratique, où je me l'achète moi-même, comment ça se passe? Ah, on ne t'entend pas, Jérôme, je crois. Ouais, désolé. Je disais, c'est un peu pour ça que j'étais gêné de faire cette présentation, parce que c'est effectivement quelque chose. Alors, dans les services d'urgence, il y a de l'échographie. Il y a quasiment tous les services d'urgence maintenant sont équipés d'appareils d'échographie conventionnels, ce qui est bien utile. Mais l'appareil d'échographie ultra portable, je dirais que il y a ceux qui, avec l'opportunité d'un appel à projet ou je ne sais pas, vont pouvoir s'équiper, vont pouvoir faire de la demande d'équipement. Ou alors, c'est notre tour cette année dans le DMU de pouvoir acheter du matériel et on prend la décision d'acheter des ultra-portables plutôt qu'un échographe. En tout cas, pour le moment, je ne suis pas certain que ça soit vraiment la bonne solution. Il y a des médecins qui s'achètent eux-mêmes leur propre machine. Pour l'instant, je dirais que les solutions, elles commencent à arriver à maturité, les solutions ultra-portables, et qu'il faut qu'elles trouvent leur place. Moi, je pense que la première place qu'elles vont avoir, c'est dans l'enseignement, notamment ce que je disais, l'éducationnel, apprendre l'échographie, permettre d'apprendre l'échographie au plus grand nombre en équipant nos étudiants avec des machines très peu chères. Et donc, comme je disais, début de l'année prochaine, courant de l'année prochaine, il y aura des machines qui vont arriver sur le marché à moins de 1 000 €, autour de 500 €, quoi. Le prix d'un beau stéthoscope, un étudiant en médecine pourra s'acheter son échographe. Et puis, voilà, il y a des services qui vont pouvoir commencer à s'équiper. En tout cas, nous, ça va être le cas grâce à des études pour lesquelles on va avoir du financement, des études cliniques pour lesquelles on va avoir du financement. Mais voilà,
En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas certain qu'aller voir son directeur d'hôpital en lui disant achetez-moi ça, ça va révolutionner tout. Pour l'instant, ce n'est pas la révolution. C'est pas la révolution annoncée. Il faut que les gens soient formés. Je pense voilà, ça passera par faut que les gens soient formés. Et ensuite, ça viendra. Puis, Peut-être qu'il faut que ça soit intégré dans un projet global. Tu intègres cette solution-là comme une déclinaison du projet, quoi, et de présenter le projet global, quoi. C'est souvent ça le problème de l'innovation, c'est qu'elle arrive souvent comme un outil simple, isolé, et qui n'est pas forcément fondé dans un projet global. C'est ça qu'elle arrive peut-être du mal à percer. Ça reprend un peu les éléments que Mireille me dit, que comment on fait pour aller faire ça à Neuilly. Ben ouais, il y a ce petit élément qu'on avait déjà identifié dans la région, c'est comment on arrive à voilà, déployer ces solutions-là, ces solutions de l'innovation. C'est extrêmement compliqué, puisqu'il faut attirer à la fois les directions, mais aussi à la fois le service, à la fois le projet médical qui va derrière, et bien sûr le financement. Il y a plein de questions pour le docteur Maisonneuve, mais qui paraissent très techniques et super importantes. Donc, ça fait le tabac, Antoine. Voilà. Ouais, j'ai vu toutes les questions, là, mais c'est compliqué d'y répondre à toutes. Ouais, c'est ce que je me dis, vu que l'heure tourne, puisque si tu regardes bien, parce que je regarde aussi Dorothée, qui me regarde avec insistance pour me dire qu'il va falloir conclure bientôt. Du coup, pour M. Maisonneuve, toutes les questions techniques, peut-être lui envoyer ou voilà. Et je regarde la dernière. Quels sont les indicateurs? C'est pareil, quels sont les indicateurs qui vous permettent de quantifier les flux de patients à J5? Que ce soit J5, J4, J3, J2, J1, c'est les mêmes indicateurs que, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Les éléments qui viennent alimenter tout ça, c'est des éléments externes comme internes, que ce soit les flux intra, les flux HL7 du système d'information urgence, les flux de l'ORU, les flux PMSI, etc. en intra. Et puis, il y a les flux externes, comme je l'ai dit également, qui sont les événements sociaux, la météo, le trafic, des événements X ou Y, tout vient alimenter la machine, et à partir de ça, on mouline et on prévoit différents chiffres d'activité sur les 5 jours. Il n'y a pas plus à J5 qu'à J4 qu'à J3. Donc, pour conclure ce webinaire et vous remercier toutes et tous de votre participation et en espérant que le webinaire vous a intéressé, j'ai le plaisir de laisser la parole au docteur Caroline Superbiel, donc conseillère médicale du directeur de l'offre de soins à l'ARS Île-de-France. Bonsoir. Eh bien, tout d'abord, merci à tous pour la richesse de ce que l'on vient d'entendre. C'est assez enthousiasmant finalement de voir toutes ces innovations, et encore, nous en avons eu une présentation juste d'un échantillonnage, puisqu'il y a d'autres innovations qui n'ont pas pu être présentées. La crise Covid a probablement impulsé cette nécessité d'innover et parfois au-delà du réglementaire, et d'inventer. Et ce que je trouve particulièrement passionnant, c'est en fait la pluridisciplinarité qui s'est renforcée et qui permet vraiment de faire passer les bonnes idées en fait à un stade concret. Donc, évidemment, là, ce travail a été mené sous la houlette de la direction de l'innovation, et il va falloir passer à la transformation, à la diffusion dans les établissements de santé de tous ces outils qui, manifestement, vont être vraiment un appui fondamental pour vous aider dans les prises en charge des patients, et aussi dans l'amélioration des conditions de travail des professionnels, puisque tout ce qui va pouvoir simplifier les pratiques va être un appui. Et donc là, nous travaillons dans le cadre du Ségur de la santé. Donc, vos innovations existent. Maintenant, il y a le travail de rayonnement et de transmission, comme vous l'avez tous bien souligné. Et tout ça va devoir s'intégrer dans des projets hospitaliers. Et on travaille, nous, dans le cadre du Ségur de la santé. Et donc, tous les projets d'investissement maintenant qui vont se mener, ou les projets de réorganisation, on espère que ces innovations soient au mieux développées et
dans un premier temps, vraiment diffuser pour que les professionnels de santé eux-mêmes puissent s'en emparer, les proposer aux directions hospitalières et pouvoir co-construire avec les experts technologiques afin de renforcer donc, toutes ces prises en charge dans nos établissements. Et encore une fois, vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous avez partagé et c'était passionnant. À la prochaine. À la prochaine, exactement. Merci, au revoir. Prochain webinaire. Au revoir. Voilà, Merci. prochain webinaire, effectivement, sur la thématique logistique, le 30 septembre. OK, Voilà. super. Rendez-vous est pris. Merci à tous. Merci. Au revoir.